Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a beaucoup parlé ce matin de création de contenu, on a beaucoup parlé de médias, de publicité. Et on va ouvrir une nouvelle séquence cette fois-ci. On va parler un peu plus de retail, de commerce en général, commerce B2C, commerce B2B. Quels sont les grands enjeux qu'on observe aujourd'hui, un peu poussés par l'IA, mais pas uniquement, poussés également par des changements de comportement des consommateurs. Et on observe un certain nombre de tendances qu'on va vous partager. Pendant très longtemps, on a fait beaucoup d'investissements sur la partie e-commerce, sur la partie de tout ce qui était le parcours client lié aux plateformes marketplace commerce. Et puis, on a un réenchantement qui est en train de s'opérer sur la partie du magasin physique. Aujourd'hui, de plus en plus publicité par les consommateurs, on a un retour au choix de vivre de l'expérience en contact avec la marque, avec le magasin physique. L'IA nous permet de parler aussi de quelque chose que vous allez entendre de plus en plus souvent, c'est la personnalisation, l'hyper-personnalisation et la personnalisation prédictive. On rentre dans cette phase où la capacité à analyser les données de plus en plus finement permet de répondre quasiment à l'individu, aux besoins de l'individu et non plus spécialement à des personas ou à des groupes que l'on aurait pu imaginer, notamment dans les services marketing. La partie du social commerce, évidemment, on scrolle toute la journée sur nos réseaux sociaux et on sait très bien que c'est devenu un lieu maintenant, non pas simplement communauté, d'échange, mais aussi un lieu de commerce qui doit être pris en compte par les marques. Tout ça ne peut pas s'opérer sans une supply qui est optimisée. L'IA, l'analyse de données, la capacité qu'on a à mieux prédire les pics d'activité, les besoins clients, la présence en magasin des produits, fait qu'on arrive à des choses de plus en plus efficientes au niveau de la supply. Et évidemment, data-driven, il n'y a pas un jour où vous n'entendez pas parler de data associée à IA. La capacité à unifier la donnée, à la segmenter de plus en plus finement, à la qualifier de plus en plus précisément, amène quoi? Amène à la capacité d'avoir une stratégie pilotée spécifiquement par la donnée. Magasin augmenté, on a pendant de très nombreuses années mis des écrans dans les magasins, on a mis des expériences assez déceptives directement pour les consommateurs qui étaient très descendantes. Tout ça est parti, c'est en train de disparaître des magasins pour arriver avec effectivement un réenchantement de la technologie digitale en point de vente. On verra ça juste après. Et puis le search, vous avez entendu parler ce matin, sans alarme, mais un petit peu quand même, du SEO versus le GEO, donc la capacité à faire du search qui se revisite non plus de la manière traditionnelle telle que Google nous l'a fait pendant 30 ans, mais directement sur les IA génératives, ChatGPT en tête. SEO, GEO, ce qui est intéressant de constater déjà, c'est que données récentes de ChatGPT, la plupart des requêtes, 50% des requêtes quand même pour le coup, concernent spécifiquement la recherche personnel, donc ça va être besoin d'achat, besoin de renseignements produits, recherche spécifique, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, mais non pas spécialement du doing, mais du besoin de répondre à un moment donné à un besoin spécifique ou une recherche spécifique. Ça commence à fonctionner plutôt bien et surtout ça commence à se mettre en place. On voit des influenceurs, influenceuses en l'occurrence, qui proposent carrément des prompts de recherche de produits, là c'est pour la skincare, intégrable, récupérable directement pour les consommateurs de façon à optimiser la façon dont ils recherchent l'information et les produits sur les IA gènes. On voit d'ailleurs qu'elles ne sont pas en reste puisque ChatGPT vient juste d'introduire une version bêta d'une notion shopping, c'est-à-dire une fonctionnalité à l'intérieur même de ChatGPT que vous connaissez, de façon à faire vraiment du search produit et donc de travailler effectivement des requêtes de plus en plus poussées et de plus en plus spécifiques suivant les consommateurs. Autre forme aussi, vous avez entendu parler d'IA, vous avez entendu parler d'IA et d'agents IA. Les marques elles-mêmes commencent à l'intégrer maintenant, spécifiquement sur leur propre plateforme. Vous avez 3 exemples là. Vous avez un exemple avec Walmart qui a relancé effectivement un agent IA, un super agent qui permet de détecter, de comprendre les besoins du consommateur, d'y répondre de manière de plus en plus précise, de pousser des contenus nécessaires, d'ouvrir sur d'autres potentialités d'achat, donc de favoriser le cross-selling, l'upselling effectivement quand on est sur la plateforme. Vous avez aussi l'agent de visa qui vous permet quasiment de sélectionner à travers le monde un hôtel, peut-être un vol, un déplacement, qui va depuis la recherche jusqu'à la transaction effectuée elle-même par l'agent
grâce effectivement aux services qu'ils mettent à disposition de leurs consommateurs. Et puis vous avez Buy4Me, c'est une version bêta d'Amazon qui effectivement permet aussi d'orienter le client, de l'aider à faire ses choix directement sur la plateforme. Donc on a dans cette notion qu'on avait déjà vue sur la relation client, les voice bots, les call bots, et là on a les IA bots très renforcés par agents qui permettent effectivement d'accompagner le consommateur dans tous ses besoins et dans toutes ses recherches. Ce qui est assez drôle, c'est que les deux générations, allez, on va dire 25-45 ans, millennials et Gen Z déjà, sont prêts en fait à laisser, et ça c'est assez étonnant, on a été assez étonné par cette statistique-là, sont prêts à laisser des agents transactionner pour eux une fois qu'ils ont fait tous les choix de leurs produits ou de l'expérience qu'ils avaient envie de vivre. Contenu, on en a parlé ce matin. Aujourd'hui, c'est un des nerfs de la guerre. Vous aviez dans vos entreprises généralement des temps forts annuels. Ceci est en train d'être balayé par des temps perpétuels où effectivement vous devez alimenter la marque, vos consommateurs, par les contenus de la marque de façon à créer cet engagement et si possible cette conversion. On le verra sur la partie shoppable. Là, vous avez effectivement cette évolution du commerce des réseaux sociaux qui dit lien directement intégré dans les plateformes de façon à pouvoir faire des achats et donc recréer, c'est un nouveau touchpoint qui vient compléter les dispositifs qu'on avait déjà, le magasin physique, le site e-commerce. Les réseaux sociaux deviennent des lieux effectivement de transaction. 3 exemples là très rapidement. Un sur l'intégration shoppable à l'intérieur de Pinterest. Une version un peu plus élaborée qui est en train de devenir presque une version média un petit peu différenciée que vous avez à travers les pubs shoppable, donc directement intégrées dans la TV, dans la Smart TV. Et puis Amazon, pareil, effectivement, qui a rapatrié quelque chose qui marche très bien en Chine et qui est vraiment quelque chose d'implanté, notamment chez des géants du commerce comme Taobao, où vous avez du live shopping en permanence sur la plateforme, alimenté et par des influenceurs payés par Amazon et par des influenceurs extérieurs. Et puis quelque chose d'assez nouveau, MySephora, ils ont eux décidé carrément d'ouvrir leur plateforme à des créateurs de contenu, y compris en y intégrant des liens commerciaux pour effectivement arriver à faire un peu mousser effectivement ce trafic sur la plateforme, cette visibilité des produits qu'ils vendent, mais également d'avoir un contenu permanent, de très bonne qualité la plupart du temps, qui vient alimenter l'ensemble de leur plateforme. On le voit, mais je pense que vous le voyez en tant que consommateur, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on y passe un temps incroyable, c'est devenu le premier lieu où on découvre les produits, on découvre les marques, et c'est un lieu où les marques elles-mêmes doivent être présentes pour effectivement créer du lien avec les consommateurs, arriver à être de plus en plus pertinent dans la capacité à aller au-delà du produit et de la transaction pour effectivement mieux convertir derrière. On le voit, vous voyez, 2/3 des consommateurs découvrent des produits via directement les plateformes des réseaux sociaux et ils sont déjà 1/3 à avoir tenté l'expérience d'achat autour de ces plateformes. Et puis quand la marque n'est pas sur les réseaux, ou en tout cas n'a pas une stratégie de déploiement sur les réseaux, autre possibilité, c'est de faire venir les consommateurs directement sur sa plateforme. C'est le cas d'IKEA, on a cet exemple-là. IKEA qui fait de l'expérience en magasin en présentant les bons plan du moment, qui peut présenter aussi carrément les nouvelles collections. Et on retrouve d'ailleurs sur cette plateforme les liens cliquables où on peut directement en live acheter les produits. Donc une expérience où on vient effectivement augmenter son trafic sur sa propre plateforme, qui est un autre dispositif encore qui vient compléter l'ensemble du dispositif omnicanal qu'on peut avoir notamment chez IKEA. Vous connaissiez Hopla, je crois que Caroline Dacier était là ce matin de Carrefour, présenté d'ailleurs pas mal de use cases qu'ils ont intégrés eux-mêmes dans leur production de contenu, dans l'engagement sur les programmes de fidélité. Ils ont lancé Hopla Plus et effectivement, boosté à l'IA, ça vient effectivement alimenter un super agent, presque un concierge d'achat qui permet effectivement de ne rien oublier dans ses courses, d'avoir effectivement des conseils qui sont personnalisés, qui sont anticipateurs par rapport à nos habitudes d'achat et qui permettent effectivement de garder un très haut niveau d'engagement du client sur l'ensemble de ses achats, évidemment créer du cross-selling, de l'upselling et tous les éléments qui font qu'on maximise la performance au niveau des consommateurs. Une donnée aussi qui est assez étonnante, c'est qu'on est plutôt en France à vouloir anonymiser ses parcours, son trafic sur les plateformes. Et là, on se rend compte quand même que 71% des consommateurs veulent que les marques
apprennent de leurs propres habitudes d'achat. Donc c'est un peu schizophrénique entre je ne veux pas capter de la donnée ou je ne veux pas qu'on capte ma donnée, comment je navigue moi dans mes parcours d'achat, et en même temps, je demande à la marque de retenir comment je fonctionne, comment je veux consommer et comment elle peut m'apporter effectivement, directement, proactivement, prédictivement de l'information pour que je puisse réaliser mes achats. L'intégration de l'IA, elle est globale et j'en parlerai en synthèse, mais elle est surtout de la capacité à faire cette personnalisation, cette hyper-personnalisation tout au long du parcours et du comportement du consommateur. Là, vous avez un exemple directement avec Celsius Avenue qui a intégré plusieurs possibilités de réponses automatiques suivant la façon dont vous naviguez en ligne directement et a intégré effectivement cette notion de suivi, performance, prédiction et qui répond directement aux besoins par anticipation des consommateurs. Donc un cas là vraiment spécifique où chaque individu est traité différemment de la façon dont il va naviguer sur l'ensemble du site et de la plateforme. Aujourd'hui, la plupart des marques cherchent à se différencier et à trouver le moyen de pouvoir se rendre beaucoup plus visible et surtout en dehors des parcours dits traditionnels. Les partenariats stratégiques font partie de ces éléments à mettre en œuvre. Vous en avez 4 qui sont développés là, assez différents les uns des autres. Vous avez l'intégration d'une boutique un peu shop-in-shop à l'intérieur d'Amazon, en ce qui concerne Charlotte Tilbury. Vous avez IKEA qui, pour la première fois en Chine, et d'ailleurs même dans le monde, s'est autorisé à présenter l'ensemble de son offre, une partie de son offre directement sur un des gros acteurs du e-commerce chinois, ce qui n'était pas le cas auparavant, qui avait plutôt quelque chose d'un écosystème plutôt fermé, d'un écosystème omnicanal plutôt fermé. Le partenariat entre Sephora et Uber Eats, pourquoi en même temps qu'on se fait livrer, son repas du soir, pourquoi pas un masque en plus et peut-être une crème de beauté? C'est plutôt intelligent dans la démarche de rationaliser effectivement et de proposer aux clients une expérience complémentaire. Et puis on en parlait tout à l'heure, à la mixité entre le GEO et directement donc le search sur la partie des IA génératives et des super agents. On a un exemple là de Mercedes qui a carrément intégré un showroom à l'intérieur de Microsoft Copilot. Donc quand vous allez sur Microsoft Copilot et vous êtes en recherche par exemple d'informations autour d'un véhicule, peut-être un acte d'achat futur, eh bien, épouchez directement auprès de la personne cette présentation du showroom de Mercedes-Benz. Donc on voit que les frontières entre les différents parcours qu'on connaissait, avec une omnicanalité simplifiée, j'ai un site, j'ai effectivement mes magasins physiques suivant différentes tailles, etc. C'est en train de se fractionner pour pouvoir effectivement créer de nombreux touchpoints, des touchpoints innovants, plutôt différents, sur lesquels vous devez avoir une vision assez globale stratégiquement. On le voit, l'IA égale data, data égale IA. Je pense que tout le monde en parle de manière assez claire. Ce qu'on connaissait et que vous connaissez très bien sur le e-commerce est en train de se transférer de la partie digitale à la partie physique. On a la capacité d'analyser très finement les données que l'on a sur les trafics sur les sites e-commerce. On a maintenant, avec toute la technologie qui s'intègre dans les magasins, la capacité d'avoir ce même niveau d'analyse de données directement en magasin. On parle de computer vision. Alors, tout ce que vous voyez là n'est pas implémentable immédiatement en France. On parle évidemment par exemple de biométrie. La notion biométrie elle est plutôt développée en Chine, elle n'est pas encore beaucoup en Europe, elle n'est pas développée en France. On a des étiquettes électroniques, la capacité de pouvoir ajuster en temps réel la tarification directement sur le point de vente et pouvoir peut-être jouer aussi à une élasticité des prix à des moments où c'est un peu stratégique pour les marques. On a des notions de self-checkout. Je rentre dans un magasin, je fais mes courses, je n'ai pas sorti ni mon smartphone, ni ma carte de crédit. Je sors du magasin, j'ai fait mes achats, je suis décrémenté sur mon compte et ça fonctionne très bien. Et puis, on voit aussi, dans ce qu'on parlait des outils digitaux, la capacité effectivement à créer du contenu disponible, accessible directement sur le point de vente. Ça peut être sur des bonnes, ça peut être sur des kiosques spécifiques qui amènent un complément d'information, un complément d'engagement pour les consommateurs directement sur les magasins physiques. Enfin, pour ceux qui sont en charge de la performance, on a parlé beaucoup effectivement de jumeaux numériques, digital twin, et c'est le cas aujourd'hui qui permet aux équipes maintenant d'analyser de plus en plus finement la donnée qui est récupérée, de pouvoir la modéliser et de pouvoir
créer par anticipation des expériences différentes, des parcours différents, la capacité à se dire que la performance peut se trouver d'une autre façon que ce qu'elle est opérée en magasin au jour d'aujourd'hui. Dernier point, effectivement, sur l'analytique embarquée, un chiffre qui nous a assez marqué lorsqu'on était à la NRF en ce début d'année, la démarque générale américaine se situe supérieure à plus de 50 milliards de dollars. Le taux de vol dans les magasins ou de déperdition de marchandises se situe à plus de 50 milliards de dollars. Donc ça devient un enjeu crucial de performance, de rentabilité. Et là, tout ce qui est en train d'être mis en termes de technologie dans les magasins doit aider prédictivement à limiter le vol, à limiter effectivement la déperdition de valeur. Quelques exemples où effectivement vos consommateurs attendent aujourd'hui que l'expérience elle soit la même, quel que soit le contact qu'elle a avec la marque. Que ce soit sur un site, que ce soit en boutique, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des expériences un peu innovantes, elle attend à ce qu'elle soit reconnue, identifiée et traitée, accompagnée de la même façon qu'elle le serait sur chacun de ces touchpoints-là. Donc, vous avez plusieurs, c'est la notion de data unifiée, la capacité à réunir l'ensemble de toutes les données qu'on peut capter sur les clients, qui à un moment donné doit permettre de renchérir l'expérience de manière permanente, quel que soit le moment où le consommateur rentre en contact avec l'enseigne ou avec la marque. On parlait de vieux digital qui est renforcé par du nouveau digital, la capacité de pouvoir maintenant essayer les produits, comme on l'avait peut-être en mettant des photos sur des sites, de l'essayer directement en magasin. Là, vous avez un exemple sur les montres, mais on le retrouve très facilement sur les chaussures, sur les textiles, sur plein d'autres capacités à se projeter en tant que consommateur avec les produits qu'on veut acheter. Jumeaux numériques, je vous en ai parlé, effectivement. Capacité de relier le virtuel au réel en permanence et de l'adapter, soit effectivement pour des expériences dites digitales, soit pour des expériences plutôt physiques. Et puis enfin, paiement et fidélité, c'est des moments, la fidélité est quelque chose qui est, les loyalty programmes sont des choses qui sont très importantes pour les consommateurs. La capacité à, quelle que soit sa navigation, son parcours, de pouvoir l'identifier, lui apporter les mêmes services, de pouvoir lui la même valeur, quel que soit le parcours. On a pris un exemple de Costco, donc Costco qui est une grande enseigne qui fonctionne par adhésion annuelle, qui a intégré dans toute sa chaîne de valeur, dans tous ses processus de l'IA générative, non pas de manière individualisée sur des petits quick wins, mais bien dans sa globalité, en capacité de mieux délivrer les produits, toute la partie de la supply, d'être en capacité également de mieux servir et d'améliorer l'expérience client en magasin et de servir de fonction support de façon analytique et sur la performance pour tous ceux qui opèrent sur ces magasins-là. On voit le résultat, en pourcentage avec une hausse des ventes de quasiment presque 12% sur le T3 de cette combinaison et de cette implémentation de l'IA dans tous les processus de la chaîne de valeur. La partie CRM, on ne peut pas en parler, on a parlé de données, on a parlé d'IA, donc forcément on parle de CRM, relier le CRM dans la performance, l'analytique des données, effectivement pour pouvoir déployer, personnaliser de plus en plus les offres. Donc là, on vous a mis pas mal d'exemples qui donnent différentes façons de laisser quasiment l'IA travailler à l'intérieur même du CRM pour créer effectivement des expériences clients, de la qualification de données qui est de plus en plus précise et qui permet effectivement de répondre à ces besoins-là de manière très claire. Et puis d'être en conformité aussi, c'est un bon moyen de garde-fou, de garder effectivement, suivant les réglementations, l'ensemble des conformités qu'on a sur les données qu'on utilise, de la façon dont on les utilise et de la façon dont demain on est capable de créer ce lien conversationnel avec les consommateurs. Je vais terminer en résumant en 6 points ce qu'on vient de se dire. Aujourd'hui, les consommateurs n'attendent plus simplement un moment transactionnel avec la marque ou avec l'enseigne. Ils attendent un moment expérientiel, relationnel. Et donc, c'est ce qu'on disait, le dispositif, l'omnicanalité nécessaire à mettre en place par les enseignes est quelque chose qui permettra effectivement de garder ce lien, ces taux de conversion élevés et cet engagement des consommateurs. Faire de l'IA, on en a parlé, on a vu le cas de Costco. Pourquoi faire des petites choses quand effectivement on peut avoir une réflexion globale sur sa chaîne de valeur et intégrer l'IA dans l'ensemble des processus, que ce soit pour la partie des collaborateurs employés ou que ce soit pour la partie client. Donc cette capacité effectivement à redéfinir effectivement toute sa chaîne de valeur et à intégrer l'IA aux endroits où ça apporte effectivement de la performance, de la compétitivité.
On a parlé donc d'hyper-personnalisation, de personnalisation. On va parler de personnalisation prédictive, la capacité en apprenant, tel que le font d'ailleurs les LLM sur ces bases-là pour reproduire et redonner de l'information au client. Ça va être la même chose sur la capacité à l'IA à apprendre du comportement de vos consommateurs individuellement pour leur apporter une réponse spécifique et adaptée. Humanisé, on garde quand même cette notion d'humain, de la relation client, passe effectivement par des expériences en couture de plus en plus simplifiées, mais elle passe aussi par effectivement toujours garder le contact de la relation empathique, bienveillant, accompagnant des consommateurs. Donc ne pas sous-estimer quand même cet aspect-là, qui ne vient pas, l'IA ne vient pas effacer cette relation client, elle reste très importante. Et enfin, les deux derniers points, évidemment, contenu, on a parlé du contenu, comment l'ensemble du contenu génère effectivement du lien avec vos consommateurs, comment il apporte effectivement un complément d'information, un complément d'engagement qui permettent effectivement à la marque de pouvoir effectivement mieux créer de la rétention directement avec ses clients. Dernier point, performance du commerce physique, on l'a dit, réenchantement du commerce physique, nouvelle arrivée de technologie, capacité du coup à effectivement, par cette analyse-là, apporter de la performance beaucoup plus expérientielle et compétitive sur le point de vente. Voilà, je vous remercie beaucoup.